usages de la géothermie. Alors nous, Télégéothermix, on est principalement sur l'électricité et la chaleur, mais ça couvre bien cette illustration un peu tous les usages qu'on en fait aujourd'hui. Donc tous les usages de très basse énergie pour chauffer les logements individuels ou collectifs, mais également tout ce qui est, pourquoi pas aussi usage agricole et industriel. Le plus connu, en France en tout cas, ce sont les usages pour les réseaux de chaleur urbains, notamment dans le bassin parisien, avec des forages à plus de 1000 mètres, entre 1000 et 2000 mètres. Et également donc, tout ce qui est géothermie électrogène, soit dans les zones actives, les zones tectoniques actives ou magmatiques, on va dire. Et puis plus récemment, dans les contextes de fossés d'effondrement et également tout ce qui est massif cristallin. Donc ça, j'imagine que vous connaissez. Donc le grand principe de la géothermie profonde, c'est d'exploiter au moins 2 puits en boucle. Le premier puits va pomper l'eau chaude d'un réservoir naturel profond, naturel ou pas. Hein. On a aussi des géothermies qui consistent à créer des réservoirs, même si on n'a pas vraiment d'exploité aujourd'hui de ce concept. Et le second puits vise à réinjecter l'eau refroidie. Et entre les deux, on va exploiter, valoriser les calories pour produire de l'électricité ou produire et alimenter des usages directs de cette chaleur avec des échangeurs de chaleur. Et pour rappel, donc qu'est-ce qu'une ressource géothermique? Donc une ressource géothermique, c'est bien le couple débit-température qu'on va pouvoir exploiter du sol. La température est un élément évidemment très important, mais certainement le plus important des paramètres, c'est bien ce qu'on peut produire d'un puits, et donc le débit. Et donc derrière, ça pose tout un tas de questions sur la perméabilité, les volumes de fluide en place, etc. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une ressource, c'est un couple débit-température. Et donc ces deux paramètres jouent. Certains gisements géothermiques vont avoir de très forts débits, mais pas forcément de très fortes températures. Et au contraire, d'autres puits vont avoir des très fortes températures, voire donc d'éviter de la vapeur, mais pas forcément des très gros débits. Mais l'un dans l'autre, on peut trouver des ressources économiques. Alors là, j'aime bien montrer cette diapo, parce qu'elle montre un peu concrètement à quoi peut ressembler une exploitation électrogène de la géothermie. Donc là, vous avez une centrale à cycle binaire, ORC, Organic Rankine Cycle, de 12 MW. Là, on a 2 turbines de 6 MW couplées, un générateur de 12 MW, qui est alimenté par, en l'occurrence pour cette centrale, par 3 puits de production, et qui produit pour cette puissance à peu près 85 gigawattheures par an d'énergie propre. C'est l'équivalent d'une dizaine d'éoliennes d'à peu près 16 éoliennes de 2 MW en termes de quantité annuelle d'énergie produite. Et on voit que l'emprise au sol de ce type d'installation est relativement faible. La géothermie, c'est une des énergies qui a l'emprise au sol, l'emprise foncière au sol la plus faible, parmi les plus faibles de toutes les énergies, en fait. Une densité énergétique assez importante quand ça fonctionne bien. Puisque là, sur ce cas de figure, l'emprise de cette installation fait à peu près moins d'1 hectare. Et les pads de puits, donc pour 3 puits, on est à peu près sur 6000 m² d'emprise. Donc c'est très très faible. Un autre visuel d'une autre installation plus proche de chez nous, en Alsace, de nos confrères de l'électricité de Strasbourg, où là, par contre, on ne va pas produire de l'électricité, mais on va valoriser directement la chaleur pour un client industriel. Donc là, cette centrale produit, en termes de puissance thermique, 25 MW, grâce à 2 puits, un puits de production, un puits d'injection. Et en production annuelle, on est sur 200 gigawattheures thermiques, l'équivalent de 20 000 logements, qui sont fournis donc à une usine d'amidon
à une quinzaine de kilomètres de ce site. Donc voilà, c'était pour montrer les deux usages, électrogène et chaleur, qu'on peut faire de cette énergie. Et puis là, je vous ai mis un projet que l'on porte, nous, TLS Geothermics, avec Storengy, qui est une filiale du groupe Engie, en France, dans le Massif central, sur un permis dont nous sommes co-titulaires avec Storengy, le projet Géopulse, qui vise à forer un doublet de géothermie dans le but de faire à peu près 5 à 6 mégawatts électriques bruts, avec un début de chantier prévu en fin d'année, si tout se passe bien, et un forage en 2022. Et là, on vise une ressource située à peu près à 3000 mètres de profondeur et sur des températures attendues de 160 à 200 degrés et des débits importants, autour de 360 mètres cubeurs par doublet. Et en fait, on a une option pour faire un second doublet à partir du même pad pour doubler la capacité de la centrale. Donc pour une production annuelle en première approche de 45 gigawattheures. Alors très rapidement, la TLS Geothermics, qui on est. Donc nous, on est développeurs et explorateurs. Donc développeurs, un peu comme il y a des développeurs dans l'éolien ou dans le solaire, et explorateurs, un peu comme il y a dans le pétrole ou dans la mine. C'est nous qui portons des concepts de gisement et des approches en géosciences, donc vraiment d'exploration, en géologie, en imagerie géophysique et en géochimie. Et on porte les projets, voilà, de la demande de permis jusqu'à faire rentrer des partenaires industriels ou financiers sur des projets et jusqu'à l'exploitation, la mise en service de ce type de projet. Et puis à la marge, on fait aussi du consulting et des études pour des tiers. Et nous, notre particularité, c'est qu'on a développé un workflow d'exploration qui est assez proche de celui qui existe dans l'oil and gas, et qui va se démarquer de la pratique habituelle, on va dire, dans le secteur de la géothermie, qui est souvent focalisé sur des manifestations de surface et qui, pour nous, n'est pas une approche trop empirique. Et donc, on développe des concepts théoriques de gisement et on va essayer de retrouver ces paramètres sur le terrain. C'est ça qui nous permet de sélectionner des zones qui, selon nous, sont moins risquées dès le départ. Alors, notre équipe aujourd'hui, nous, TLS Geothermics, on est 7 personnes. Donc, j'ai créé l'entreprise en 2012 avec mon père qui, lui, a fait sa carrière dans le pétrole, dans l'oil and gas pendant 40 ans. Très rapidement rejoint par Mathieu Bélanger, qui, lui, est géologue également. Et puis, plus tard, rejoint également par Bastien Herman, qui, lui, a fait le NSG à Nancy, comme un certain nombre d'entre vous. Donc ça, c'est le gros des troupes, on va dire, aujourd'hui, mais on a d'autres personnes en support et on a aussi des thésards en parallèle. Mais on a également des partenaires techniques. Donc je parlais tout à l'heure de Storengy, avec qui on développe un certain nombre de projets d'exploration et de développement en géothermie et de recherche et développement. Mais également, on travaille avec Total sur des sujets qui vont au-delà de la géothermie, notamment tout ce qui est matières premières en coproduction sur des sites éventuels de géothermie. Et plus récemment, on a initié aussi un projet en géophysique émergente avec des partenaires internationaux, américains et norvégiens. Alors maintenant, je vais passer aux intérêts et aux bénéfices de notre technologie pour la géothermie pour la transition énergétique. Alors la géothermie, elle a beaucoup d'avantages. Donc évidemment, c'est une énergie renouvelable et propre si elle est bien exploitée. C'est une ressource qui est très très durable. On a les plus vieux gisements de géothermie exploités dans le monde ont plus de 100 ans en Italie, à l'Arderello. Lorsqu'on utilise des cycles binaires, donc des organic ranking cycles, on n'a pas ou très peu d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, puisqu'en gardant des pressions suffisantes, on peut réinjecter le CO2 éventuel qui est présent dans les fluides. Comme je disais tout à l'heure, on a une très faible emprise foncière rapportée donc à la puissance sur ce type de projet. Et puis, on peut maximiser évidemment l'efficacité en faisant de la cogénération, donc en produisant et de l'électricité et en valorisant la chaleur résiduelle post-électricité. On peut encore maximiser l'usage de la chaleur
Voilà. Et un des gros avantages de cette énergie, c'est qu'elle est non intermittente. Donc, elle peut justement être un excellent complément au mix énergétique lorsqu'il est déjà très développé sur des ENR intermittentes. Là, on arrive avec une énergie base load, donc qui est pilotable et qui est très prévisible. Et donc, en conséquence, elle a aussi un impact assez faible finalement sur les réseaux électriques, puisque l'intermittence a un impact important sur les réseaux électriques en termes de gestion. Et donc, à contrario, cette énergie peut être un soutien et un aspect très intéressant en complément des ENR, donc intermittentes, sur l'impact de ces réseaux. Et puis, évidemment, comme beaucoup d'énergies renouvelables, c'est une énergie locale, qui a beaucoup de valeur économique. Elle permet de diversifier localement donc la production à l'échelle vraiment très locale ou régionale, et même nationale dans certains pays. Ça devient une source locale de chaleur disponible, hein, une fois qu'on a développé des gisements, qu'on les a bien identifiés. Ils sont là pour très longtemps, donc ça devient un pôle d'attractivité potentiel. Les coûts d'exploitation sont très faibles de cette énergie. Malgré des capex, des coûts d'investissement encore assez importants en Europe du moins, mais dans le temps c'est plutôt économique. Et puis ça crée pour l'aspect acceptabilité aussi locale, ça crée de la fiscalité territoriale et un petit peu d'emploi. Et derrière ça, effectivement, de nombreuses applications sont possibles, hein, notamment donc pour la chaleur. On peut utiliser la chaleur pour tout un tas d'usages directs, notamment dans l'agroalimentaire et dans l'industrie également. Et ça, vous pouvez vous renseigner par ailleurs. Alors, quelques exemples concrets donc là, je prends un exemple d'une centrale qui ferait 5 MW électriques plus 10 MW thermiques pour un doublet, donc un puits de production, un puits d'injection. Donc là, on est sur de la cogénération. Donc, on peut générer avec ça l'électricité pour 9000 foyers, à peu près 20 000 habitants en France. À l'échelle européenne, ça permet d'éviter 16 000 tonnes de CO2 par an, donc c'est assez intéressant. Et puis sur la cogénération, donc en sortie de production d'électricité, on a encore 60 à 70 degrés qu'on peut valoriser avec les débits de production qu'on a, donc de l'ordre de 10 MW thermiques, pour voilà, faire des usages directs, chauffage urbain, une quarantaine d'hectares de serres, potentiellement, ou chauffer des complexes aquatiques, des séchoirs, etc. Et quelques comparaisons intéressantes en termes de temps de fonctionnement annuel, parce que souvent on parle des ENR intermittentes et on se rend compte qu'effectivement, ramené à une année, elles ne produisent pas tant que ça. Donc la géothermie, ça peut fonctionner plus de 90% du temps de l'année, donc plus de 8000 heures par an. Et en comparaison, l'éolien terrestre, c'est à peu près 22% en France, et l'éolien offshore, 38%. Et quand le solaire photovoltaïque, c'est plutôt 13% du temps en annuel. Et donc ces ENR intermittentes, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le stockage, mais la géothermie, c'est déjà un stock, en fait, il n'y a pas besoin de le stocker, et donc c'est en ça que c'est aussi un intérêt pour compléter les réseaux qui sont en cours de transition. Alors, pour développer ce type de projet, c'est un peu chronophage, ça prend du temps. Les premières années sont dédiées effectivement à l'exploration géologique, géochimique et géophysique sur le terrain. Suite à ça, il y a tout un tas de procédures pour demander des autorisations pour réaliser ensuite des forages profonds qui demandent aussi du temps de préparation et du temps d'instruction par l'administration, que ce soit en France ou à l'étranger, hein, en Europe. Et puis vient le temps du premier forage d'exploration, donc qui est la partie la plus à risque d'un projet et qui vise justement à valider l'existence d'une ressource en profondeur. Une fois qu'on l'a validé, le profil de risque d'un projet devient meilleur, on va dire. Il y a moins de risques sur ce type de projet. Mais néanmoins, on arrive à des temps de développement assez longs, de l'ordre de 5 à 7 ans, sur ces projets, hein, quel que soit. C'est ce qu'on observe un peu partout en Europe ces dernières années, sauf dans certains pays comme la Turquie où ça a été beaucoup plus rapide. En termes de coût de revient, donc pour parler un peu de chiffres économiques, la géothermie, quand on regarde à l'échelle internationale les comparatifs qui sont faits par rapport à d'autres énergies, elle se positionne plutôt pas mal. Alors c'est vrai qu'en Europe, ça reste encore un peu élevé, mais à l'échelle internationale, on est en fait entre 60 et 140 à 150 euros du mégawattheure.
ce qui le situe dans un range, dans une gamme de coûts de revient assez compétitive, en fait, quand on regarde à d'autres énergies. Voilà, à l'échelle internationale, on est plutôt compétitif. En Europe, il y aura encore beaucoup d'efforts, notamment en R&D, pour baisser ses coûts, mais aux États-Unis, par exemple, ils sont compétitifs face au charbon et un peu moins au gaz ces dernières années, mais c'est compétitif. Alors, quelques chiffres économiques sur différents projets. Donc là, j'ai mis quelques profils en Allemagne ou aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est plutôt la partie basse, hein, l'Europe après réplicabilité, c'est-à-dire que maintenant, en Europe, on s'aperçoit notamment à Munich, dans le sud de Munich, on part sur des projets de plus grande taille d'entrée de jeu, avec des projets avec 2 puits de production et 2 injecteurs qui sont prévus dès le départ, permettant de diminuer et de créer des synergies et de globalement diminuer les coûts d'investissement d'entrée de jeu. Et on arrive dans les années à venir à des projections de coûts de revient drastiquement plus faibles que ce que l'on observe aujourd'hui. Donc de l'ordre de la centaine, on va se rapprocher dans les années à venir de la centaine d'euros de mégawattheure quand on part d'entrée de jeu sur des projets comme ça, même s'il y a encore des risques sur les opérations de de-risking des premiers puits. Et puis aux États-Unis, bon, les projets sont tout de suite de plus grande ampleur et on est sur des coûts de revient, je vous disais tout à l'heure, encore plus faibles, hein, autour de 50 euros du mégawattheure sur 20 ans. Donc c'est déjà très économique. Voilà. Et ce qu'il faut retenir globalement en termes de risque, c'est quand on regarde les études qui ont été faites dans le passé sur les taux de succès mondiaux des puits d'exploration, on est entre 60 et 70%. Donc ça reste quand même intéressant en termes de taux de succès. On est largement au-dessus des taux de succès qu'on observe dans l'oil and gas qui sont à moins de 10% sur de l'explo pur. Hein. Bon, là, j'ai mis quelques exemples de champs géants, puisqu'il existe aussi des champs qui sont exploités de manière massive, et parmi lesquels des champs qui sont assez anciens maintenant, les geysers aux États-Unis, plus de 1500 MW, l'Imperial Valley, sud de la Californie, avec plus de 430 MW installés, ou d'autres très proches aussi, Cerro Prieto au Mexique, 800 MW installés. Voilà, il y a aussi des zones qui sont bien connues et qui ont été vraiment développées de manière massive pour générer des clusters de production renouvelable très importants. Et là, sans doute qu'il reste encore des champs géants à identifier et à développer dans le monde. Bon, ça, je vous passe, c'est juste une petite parenthèse, c'est la photo du puits le plus puissant du monde, puisque ce puits, à lui tout seul, alimente une centrale qui fait 50 MW électriques. Là, on est sur du 300 degrés et des débits colossaux. Bon, après, c'est un puits un peu extraordinaire, puisqu'il est en très, très gros diamètre. Je ne saurais pas dire combien, mais c'est assez dément, ce puits, dans le sud de la Californie, qui tourne depuis une trentaine d'années. Alors, sur les risques, bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure sur les temps de développement, mais c'est bien, ce qu'il faut voir sur le risque économique, c'est bien l'incertitude géologique qu'il y a dès les premières phases d'un projet, puisque c'est vraiment le puits d'exploration qui va vous dire si vous êtes dans le juste ou si vous êtes planté. Et comme je disais tout à l'heure, on est encore sur des taux de succès à 60-70%. Nous, notre idée chez TLS, c'est d'augmenter évidemment ce taux de succès dans les années à venir, en proposant des concepts dérisqués plus fortement dès le départ. Mais on est sur ce type de profil de risque. On reste sur des choses assez proches en termes de profil. On est dans le sous-sol, donc du minier ou des hydrocarbures. En termes de profil, c'est vraiment l'efforage qui vous dit si vous êtes bon ou pas. Contrairement à d'autres énergies, solaire ou l'éolien, où le risque du départ sur le gisement n'existe quasiment pas. Il y a un autre risque aussi important à ne pas négliger dès le départ, c'est l'acceptabilité sociale, puisque, et notamment en France, on l'a vu ces derniers mois,
avec des projets qui ont généré de la sismicité induite et qui peuvent générer des craintes et des peurs parfois un peu irrationnelles auprès de la population. Et pourtant, il faut aller au-devant et essayer d'expliquer notre énergie avec des éléments factuels et tout un tas de mesures qui sont faites et réalisées dans le but de réduire les risques, notamment en sismicité. Donc voilà, il y a aussi tous ces risques à prendre en compte dès le départ. Alors un petit état des lieux mondial. Donc ça, c'est tous les gisements qui ont été développés un peu partout dans le monde et la capacité installée. Bon, les chiffres commencent un peu à dater. Hein. En Turquie, on est à plus de 1500 MW et non plus à 1100. Mais en gros, voilà la cartographie des principales zones où la géothermie électrogène est développée. La géothermie pour la chaleur est développée dans plus de pays, en fait, notamment en France, en Islande, en Hongrie, en Italie, aux États-Unis également. Mais je ne reviendrai pas trop sur ce point. À l'échelle européenne, ça c'est l'EGEC qui a fait ce rapport qui montre un peu le développement à la fois électrogène et chaleur. Je vous disais tout à l'heure, pour la chaleur, la France fait partie des champions européens. Derrière la Turquie et l'Islande qui est le numéro 1, puisqu'elle se chauffe quasiment exclusivement grâce à la géothermie. Et on voit côté électrogène, les deux leaders qui se détachent en Europe continentale, c'est évidemment la Turquie et l'Italie, et puis l'Islande évidemment, mais au milieu de l'Atlantique. En France, si on doit faire une photographie à l'instant T de la géothermie, c'est beaucoup de chaleur, comme on le voyait sur la précédente diapo, notamment dans le bassin de Paris, où il y a à peu près 45 opérations, je me demande si c'est pas même plus encore, en Île-de-France, et 63 à peu près à l'échelle de la France, donc qui chauffent des logements collectifs et éventuellement quelques process chaleur. Et concernant l'électricité, on a aujourd'hui 3 sites qui produisent de la géothermie dite haute température. Alors, deux pour l'électricité, une à Bouillante en Guadeloupe, avec 15 MW électriques, et qui vont bientôt être doublés par l'opérateur en place, et une autre à Soultz-sous-Forêt en Alsace, qui est un pilote au départ, un démonstrateur de 1,5 MW électrique. Et puis, on a aussi une autre référence très intéressante, puisqu'elle aurait pu aussi produire de l'électricité, mais c'est plutôt la chaleur qui est valorisée aujourd'hui à Rittershofen, avec à peu près 24-25 MW thermiques pour l'industrie. Et puis, en dehors de ça, on a, en termes de panorama de ce qui se passe en termes d'exploration et de développement de projets, on a également 5 permis dans le Massif central, plus 3 autres qui sont en cours de demande, 4 permis actifs en Alsace, en dehors des 2 concessions de Soultz et de Rittershofen. On a donc la concession de Guadeloupe, plus un autre permis d'exploration en Guadeloupe, et puis plus récemment des permis qui ont été demandés d'exploration en Martinique. Voilà, alors quelques visions, une vision pour l'avenir dans la transition énergétique. La géothermie s'inscrit typiquement tout à fait dans la transition énergétique, qui est un marché colossal aujourd'hui, de plus de 500 milliards d'euros annuels, tout confondu, éolien, solaire et toutes les énergies renouvelables. Aujourd'hui, la géothermie, c'est une niche encore dans ce marché, puisqu'elle ne représente que 3 milliards d'euros par an. Mais elle est amenée à se développer. Et ce qu'on observe depuis maintenant 2 ans, c'est un intérêt croissant des investisseurs pour cette énergie. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une augmentation de plus de 500% en 2020 par rapport à 2019 des investissements en fonds propres dans l'énergie géothermique, donc soit dans des entreprises, soit dans des projets, à plus de 675 millions de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment en 2020 une prise de conscience que cette énergie peut avoir un avantage très intéressant dans un mix énergétique où il y a des ENR. Et on observe quelques pétrolières, majeures pétrolières, qui s'intéressent de près à ce sujet, notamment Shell, Chevron et BP très récemment, et Total un petit peu. Et évidemment, quand on regarde les études, les inventaires de potentiel qui existent, alors aux États-Unis, il y a eu quelques inventaires qui ont été faits, et on a à peu près 40 gigawatts de puissance potentiellement développable en dehors des EGS. Donc les EGS, c'est les systèmes géothermiques stimulés. Donc ça, c'est des études du MIT qui commencent à dater, mais
donc les 40 gigawatts, on est sur du conventionnel, hydrothermal, donc quand même des potentiels techniques très importants rien qu'aux États-Unis. Nous, on a fait nos calculs suivant quelques concepts et on pense qu'il y a au moins 16 gigawatts sur le continent européen. Et puis à côté de ça, on a tout ce qui est coproduction minérale associée à la géothermie, puisqu'on sait qu'en Alsace, dans les fluides, dans le fossé rhénan plus précisément, globalement, on a du lithium en solution dans les fluides. Et donc on pourrait, si on développe des techniques ad hoc, extraire ce lithium avec un intérêt important, puisqu'il serait beaucoup moins impactant d'extraire ce lithium de cette façon que de l'extraire soit de mines de lithium, soit de salars en Amérique du Sud. Donc ça, c'est quelque chose qui est très regardé par les investisseurs aujourd'hui. Et on parle de beaucoup de lithium, mais il y a aussi tout un tas d'autres éléments qui sont en solution dans les fluides géothermiques. Donc voilà, il y a aussi d'autres perspectives à venir dans ce type d'exploitation. Alors à l'avenir, ce qu'on peut augurer, c'est d'autres transferts de technologies venant du secteur pétrolier, notamment dans tout ce qui est forage et optimisation des forages. Quelques transferts évidemment sur tout ce qui est exploration. Tout à l'heure, je vous parlais de concept. C'est très intéressant de également avoir une approche en géologie sur les concepts. Et il peut y avoir d'autres concepts qu'on n'a pas encore imaginés qui pourraient être intéressants à développer en termes de concepts géologiques, de type de gisement. Grâce à ces nouvelles idées de concepts, ça permettra d'aller voir sur de nouveaux secteurs géographiques auxquels on n'a pas forcément pensé aujourd'hui. On a aussi tout ce qui est optimisation des centrales en surface, un process de conversion d'électricité pour baisser les coûts. Et puis, il y aura certainement des efforts sur, donc je vous parlais tout à l'heure, des systèmes géothermiques stimulés, Enhanced Geothermal Systems, notamment aux États-Unis où il y a un effort considérable qui est fait et plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont dirigés vers une meilleure compréhension et développement de cette filière-là, qui reste aujourd'hui balbutiante. Je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est EGS aujourd'hui, il y en a très peu qui fonctionnent. Et tout ce qui est hot dry rock, il n'y en a aucun qui fonctionne aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de recherche et développement à faire si on veut développer ce genre de choses. Donc voilà, on voit même apparaître d'autres idées, notamment tout ce qui est échangeur de chaleur souterrain avec de véritables radiateurs souterrains. Alors après, l'avenir nous dira si ces concepts sont économiques. On verra les démonstrateurs qui sont en cours, si vraiment ils pourront faire quelque chose d'économique. Donc ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, sur tout ce qui est métaux et minéraux en coproduction. Alors, quelques retours d'expérience avant de conclure sur cette présentation. Et là, je vais plus parler de la France et de l'Europe, mise en perspective. Depuis 2012, où nous, on a créé la société, il s'est passé beaucoup de choses, finalement. En 2013, on avait jusqu'à 23 permis d'exploration octroyés ou demandés en haute température, à plus de 150 degrés, donc en France. Nous, on est arrivé en 2015 avec 2 demandes de permis. Voilà. Entre-temps, à l'époque, le gouvernement avait rehaussé le tarif permettant de faire des projets de géothermie électrogène. Nous, TLS, on a eu l'octroi de nos permis en 2017, donc quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Et le nouveau gouvernement, quelques temps plus tard, en novembre 2018, a proposé de mettre fin à ce tarif proposé en 2016. Donc, une durée de vie assez courte. Voilà. Donc, ce qu'on a observé, nous, c'est des revirements de situation politique qui créent beaucoup d'instabilité chez les opérateurs et les investisseurs. Donc, ça, c'est un peu le retour d'expérience qu'on a vécu. Donc, c'est très difficile, en fait, aujourd'hui, de continuer à faire des choses en électrogène en France. Donc, la chaleur n'est pas abandonnée, bien au contraire. Mais voilà, en France, on a des choses qui ne sont pas toujours pérennes et ça n'aide pas les investisseurs à faire des choses en France. Et à côté de ça, en Allemagne, on a un feed-in tarif qui reste pérenne, qui a été renforcé en 2020, très récemment, en 2021, pardon. Donc l'Allemagne qui veut développer cette énergie à la fois pour l'électricité et pour la chaleur. On a aussi l'Italie qui a un vrai plan sur plusieurs
décennies pour développer plus de 700 doublets, principalement pour la chaleur, mais également un petit peu pour l'électrogène, s'ils le peuvent. Et puis plus récemment, donc depuis 4-5 ans, la Turquie qui a développé plus de 1 gigawatt de puissance, voilà, en 5 ans. Et puis, évidemment, on voit qu'à l'échelle européenne, on a beaucoup de financements qui vont être dirigés, notamment sur Horizon Europe, pour la géothermie. Bon, ça, je vous passe les détails. Et une dernière slide pour vous dire que, en fait, le potentiel, il dépend vraiment des concepts. Là, donc à côté droit, on a la carte du potentiel selon le BRGM, en fait, qui reste concentrée sur le bassin parisien et aquitain, et un petit peu rhodanien, parce qu'il y a de la donnée issue de l'exploration pétrolière, donc il y a de la connaissance. Mais tout ça, ça reste de la connaissance empirique, et sur un type de gisement qui sont les gisements dans les bassins sédimentaires, dans des couches sédimentaires. En fait, les concepts, quand on les met, quand on les travaille un peu, qu'on les réfléchit, notamment tout ce qui est concept de failles, notamment les failles crustales, et quand on regarde un peu à l'échelle européenne ce type de failles-là, en fait, ces types de failles sont présents un peu partout à l'échelle européenne. Et si on fait des petits calculs, en fait, on s'aperçoit que si effectivement, ne serait-ce que 5% de ces failles-là sont perméables potentiellement, et bien on peut développer énormément d'énergie géothermique. Donc on pourra en discuter après si vous avez des questions autour de ça. Voilà, j'ai terminé cette présentation, et donc là, on peut discuter. Merci beaucoup, monsieur. Alors, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et, ça a duré un peu plus longtemps que prévu, désolé. Non, pas du tout. Tout était intéressant. Je vous remercie. Et maintenant, je vous laisse, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou bien prendre le micro pour poser vos questions. Alors, moi, déjà, j'ai des questions, mais j'attends que tout le monde ait des questions pour les poser. Ok, il y a Yanni Méziane, vas-y. Oui, bonjour, donc merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. Donc si j'ai bien compris, vous êtes en train de développer des concepts théoriques un peu comme les systèmes pétroliers, mais appliqués à la géothermie, afin entre autres de mieux localiser et mieux caractériser les failles crustales, parce que c'est là où vous avez un flux important en termes de chaleur. Oui. Oui, tout à fait. Alors, vous voulez que je détaille un peu plus? Oui, un petit peu, s'il vous plaît. Oui, j'imagine qu'il y a des secrets industriels derrière, mais juste ce que vous pouvez détailler. Après, il y a effectivement, il y a un savoir-faire et une expertise qui a été développée autour de ça pour mettre en œuvre le concept qu'on propose. Mais effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est que les failles, c'est là que dans la croûte terrestre, c'est par les failles que les fluides circulent. Et donc, c'est une cible de choix pour la géothermie, pour récupérer de la chaleur. Donc après, dans le détail, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est comme un système pétrolier. En fait, il faut des critères qui permettent de choisir des sites. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les critères de manifestation de surface ne sont pas suffisants et peuvent des fois même être contre-intuitifs. Donc effectivement, nous, on a fait une grille qu'on ne va pas forcément partager ce soir, une grille avec des critères qui sont multi-échelles, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a une approche où on va regarder déjà l'échelle lithosphérique. Alors, c'est pas courant dans la géothermie, on regarde des choses à l'échelle lithosphérique, déjà pour mieux comprendre les choses à des échelles régionales, géodynamiques. Et effectivement, quand on regarde pas mal de publications, soit de développeurs, soit d'académiques, souvent on voit les images qui sont proposées, c'est toujours des 2 km de profondeur, 3 km, allez, 5 km de temps en temps, et puis c'est tout. Et en fait, ça ne permet pas de comprendre globalement un système géothermique. On n'a pas toutes les clés, on n'a pas tous les paramètres. Donc nous, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il faut regarder déjà à une certaine échelle pour déjà présélectionner les grandes zones. Et ensuite, on a d'autres critères qui sont, donc ça c'est plus pour l'aspect chaleur en fait, à l'aspect chaleur, à l'échelle géodynamique, on voit des choses.
Après, il y a deux autres critères qui sont clés, selon nous, c'est les drains. Et les drains, c'est les failles pour nous. Sur les systèmes de failles crustales. Donc, c'est les failles et il faut qu'elles remplissent un certain nombre de critères. Alors, moi, je ne suis pas géologue, hein, donc j'essaie de vulgariser. Mais il faut qu'elles aient des critères de perméabilité qu'on va pouvoir identifier depuis la surface. Il ne s'agit pas de forer n'importe quelle faille. Et en fait, il y a des méthodes pour caractériser un degré de perméabilité en amont d'une exploration, donc soit par déjà la géologie de surface, de terrain, ce qui implique de potentiellement pouvoir toucher les failles depuis la surface. Donc nous, typiquement, Géothermix, on a choisi des zones dans le socle. L'avantage du socle, c'est que les failles, on les voit en surface, donc on sait qu'elles existent. On ne va pas les deviner sur une technique 2D ou même 3D, si vous voulez. Donc c'est un paramètre clé puisque ça nous donne de la certitude dès le départ. Et puis après, il y a tout un tas de méthodes qui permettent de dire, donc ça c'est de la géologie et de la géochimie, qui permettent de dire si aujourd'hui, potentiellement, elles sont encore ouvertes. Donc il y a de la géochimie des gaz, ce genre de choses. Effectivement, s'il y a des manifestations de surface telles que des résurgences, ça donne des indicateurs. Mais ça vient après, ça vient après dans la démarche d'exploration. Et effectivement, quand nous, on a fait un peu un panorama mondial du système de failles, des systèmes de failles, des géothermies qui sont exploités sur ce type de système, et il y en a beaucoup en fait, notamment aux États-Unis. Nous pensons que c'est ce qui est le plus réplicable en fait. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse en tout cas. D'accord. Il y a encore deux questions dans le chat. C'est de la part de Monsieur Michel Garcia qui pose la question suivante. Est-ce que les coûts des autres énergies renouvelables, telles que l'éolienne et le solaire, prennent en compte les coûts de stockage d'énergie nécessaires à une pleine exploitation de ces ressources? Alors la réponse, c'est non. Aujourd'hui, les éoliennes ou le photovoltaïque, quand elles produisent, injectent sur le réseau et elles ont le prix, elles ont un prix, en France en tout cas, hein, mais globalement en Europe, c'est un peu comme ça que ça fonctionne partout. Elles ont un prix qui est convenu par contrat. Et ce prix n'inclut pas de stockage, hein, elle inclut juste le coût d'investissement des éoliennes et leur exploitation. Donc, si on doit ajouter effectivement du stockage, le stockage, lui, par ailleurs, a un coût, hein, que ce soit des stockages stationnaires, donc au lithium, type ce que propose Tesla ou autre. Aujourd'hui, non, c'est pas inclus dans le coût de revient des éoliennes. C'est racheté au prix des CAPEX et des OPEX. Encore une deuxième question. À propos des taux de succès des forages d'exploitation dans la géothermie qui sont plus grands que 60%, est-ce que le chauffage, est-ce pour le chauffage ou bien pour l'électricité? Et ce fort taux ne s'explique-t-il pas actuellement par la méfiance importante des investisseurs et qui se traduit par des investissements dans un nombre réduit de projets jugés peu risqués? C'est possible. C'est tout à fait possible. Après, 60 à 70%, ça concerne une étude mondiale où ils ont regardé à peu près 3 ou 4 000 puits, je ne sais plus dans le détail, sur un certain nombre d'installations un peu partout dans le monde. Donc après, ils ont hiérarchisé en fonction des contextes géologiques, etc. Donc ça inclut surtout des opérations électrogènes, puisqu'à l'échelle internationale, ce qui est le plus disponible en termes de données, c'est plutôt tout ce qui concerne les exploitations électrogènes. Effectivement, c'est une bonne question, puisque après, quand on regarde le bassin parisien, le taux de succès, il est encore plus élevé finalement sur ces dernières années. Il y a eu, je crois, un échec très récent à Grigny, et encore, ils ont fait un puits derrière et ça a fonctionné. Donc finalement, il n'y a pas tant d'échecs que ça dans des zones connues. Il y a eu quelques échecs dans le sud de Munich ces dernières années aussi, mais que quelques échecs, hein, ça n'a pas ralenti les investisseurs dans cette zone-là. Après, je ne saurais pas dire quel est le taux de succès en incluant
la chaleur, hein, je ne saurais pas dire. Mais d'autant plus qu'effectivement, le bassin de Paris, bassin de Munich, on est sur des concepts de gisement sur des couches sédimentaires, alors qu'à l'échelle internationale, sur l'électrogène, la plupart des systèmes géothermiques électrogènes sont soit dans des environnements volcaniques, volcano-sédimentaires, mais très contrôlés par des failles, donc proches de volcans, ou dans des zones actives où c'est plutôt des systèmes par faille qui sont exploités, ou éventuellement des systèmes par faille combinés avec des systèmes, des pièges, on va dire, sédimentaires, comme en Turquie ou dans le Nevada. Mais voilà. Il y a 2 autres questions. Il y a Paul Engrand qui lève la main. En fait, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'avais une question, notamment en fait sur l'employabilité. Donc, en fait, à vous écouter, on a vraiment l'impression que les géologues ont un rôle à jouer assez fondamental là-dedans. Est-ce que vous pensez que la géothermie peut être, tel que le pétrole l'a été en fait il y a quelques années, vraiment le secteur pour les futures générations de géologues? Et si oui, quel domaine? Là, on voit beaucoup de géologie structurale, on parle aussi de géochimie. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est vraiment là-dedans que les nouvelles générations vont pouvoir trouver leur emploi? La nouvelle génération de géologues, ben, j'ai envie de répondre aussi, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, il y a toujours le minier, évidemment, mais évidemment, si on pense aux hydrocarbures qui ont employé beaucoup de géologues par le passé et qui tend à diminuer drastiquement, enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas plus besoin de géologues, notamment pour tout ce qui est développement de sites pétroliers, hein. Mais sur l'exploration, dans les hydrocarbures, oui, ça va disparaître, on va dire, d'une certaine manière, même s'il y aura encore des besoins. Je ne sais pas si seule la géothermie pourra récupérer l'ensemble des bataillons qui sont à venir de géologues. Difficile à dire. En fait, ça va dépendre quand même. Les développements en géothermie vont quand même dépendre beaucoup de l'environnement réglementaire et économique dans chaque pays. Donc, comme je disais tout à l'heure, je donnais des exemples de pays qui en ont fait des chevaux de bataille, comme l'Allemagne, la Turquie ou les Pays-Bas, où là, il y a une ligne claire pour développer cette énergie. Donc, il y aura besoin de géologues d'exploration. En France, ben, c'est plus compliqué, malheureusement, alors qu'il y a du potentiel important et une diversité géologique qui s'y prête bien en termes de potentiel. Donc après, voilà, comme c'est très dépendant des pays, c'est difficile à dire si effectivement ça pourra remplacer les hydrocarbures pour les futurs géologues. Mais pour partie, oui. Et après, on demande aussi ça, c'est-à-dire que nous, je parlais de concepts, mais il faut que les futurs géologues aussi aient des idées sur des concepts, hein, comme un jour dans le pétrole, il y a eu des idées de se dire, bah tiens, il y a peut-être du pétrole sous le sel. Voilà, ça, c'est des géologues qui ont eu ces idées-là. Donc, dans la géothermie, il faudra toujours des nouvelles idées. Merci. Il y a Florence Henry. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous parliez en fait des revirements qu'il y avait sur la réglementation de la géothermie en France. Et du coup, je me demandais pour un acteur comme votre compagnie, s'il n'y avait pas intérêt à faire des partenariats dans des pays européens où c'est un peu plus stable en fait, pour pouvoir développer. Après, ça demande d'avoir peut-être des nouveaux concepts géologiques, bien que bon, parce qu'en Belgique, c'est dans les deep carbonates qu'ils sont en train de regarder. Et du coup, je me demande si votre compagnie développait peut-être des partenariats pour essayer du coup de développer un peu son image à travers l'Europe et ses activités, oui. Et aussi, du coup, motiver peut-être l'État français aussi à avoir un peu la pérennité en fait de la géothermie nationalement, quoi. Ça semble un peu le parent pauvre actuellement en fait de la transition énergétique. Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai passé rapidement. Alors, je vais répondre en 2 temps. Sur TLS Géothermie, effectivement, nous, on a des velléités d'initier des nouveaux projets à l'étranger. Donc là, on est déjà en cours. On a une stratégie internationale où on veut s'implanter en Allemagne, éventuellement dans d'autres pays européens, mais principalement en Allemagne, puisque là-bas, c'est très clair et ils ne remettent pas en cause tous les 4 matins ce qu'ils décident. Donc ça, c'est un gros
un avantage important. Mais évidemment, il y a d'autres pays qui sont, où les règles sont très claires, hein, comme l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis en particulier, où il y a un potentiel colossal encore. Et après, oui, il faut, vous parliez ensuite de la Belgique et des concepts qui sont proposés. Je ne sais pas si ça répond, mais oui, nous, on veut aller travailler à l'étranger, puisqu'en France, c'est compliqué. Mais alors, la deuxième partie de ma réponse, c'est tout à l'heure, j'ai un peu passé vite une slide. C'était ce qui avait été mis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été proposée en 2018, fin 2018. En fait, quand on a lu en détail ce qui a été proposé, on s'est rendu compte que les conseillers des ministres, ou enfin ceux qui créent ces réglementations ou ces propositions, n'ont pas forcément la bonne information. Ça ne remonte pas toujours. Et typiquement, nous, on dit qu'en France, et en particulier dans le Massif central, qui est un très grand territoire, il y a énormément de potentiel. Mais ça, cette idée-là, en fait, tant que vous n'avez pas de pilote ou quoi que ce soit, vous démontrez quelque chose, on a du mal à vous croire d'une certaine manière. Même si on a des arguments, des éléments géologiques, même des imageries du sous-sol en géophysique, etc., c'est très compliqué de dire mon concept, il est réplicable. Donc, ils attendent d'avoir un démonstrateur. Donc, nous, pour vous donner vraiment du vécu, c'est en novembre 2018, donc le gouvernement publie sa PPE, son projet, donc il dit la géothermie électrogène, on va l'abandonner parce que les prix de rachat sont trop élevés et nous, on veut faire des économies. Et dans le même temps, quasiment simultanément, l'État, le programme des investissements d'avenir, nous soutient pour faire un démonstrateur électrogène. Okay. Bon, voilà. Bon, c'est juste pour dire que des fois, on a du mal aussi à comprendre ce qui se passe. Et on n'a pas tous les tenants et aboutissants derrière tout ça. Malgré tout, on pense que notre projet Géopulse, il va se faire et on aura un tarif. Mais ça reste très compliqué de faire remonter une certaine vision. Parce qu'en fait, aujourd'hui, finalement, dans les ministères, eux, ils ont la vision, la carte du Berghem, c'est-à-dire que le potentiel, c'est la chaleur, c'est les bassins sédimentaires. Et en dehors de ça, ils n'ont pas l'information qu'en fait, on peut faire l'exploration, on peut développer des choses nouvelles. Mais comme en Alsace, finalement, il y a le projet de Rittershofen qui exploite une faille, il fonctionne. Donc, ça veut dire que ça peut fonctionner ailleurs. Et ça, ça n'a pas été écouté. Et surtout, on n'a que quelques projets sporadiques. Et en fait, il en faut beaucoup plus pour baisser les coûts. Et donc, baisser les prix de rachat, etc. etc. Comme il y a 10 ans, le photovoltaïque, c'était 600 € du mégawattheure qui était proposé par l'État en tarif de rachat. Nous, c'est 246, mais c'est amené à disparaître. C'est amené à disparaître, oui, mais c'est amené à diminuer si on fait plus de projets. Donc, si on met un peu d'argent dans le système. Et là, aujourd'hui, le tarif à 246, il n'est pas utilisé du tout. Il a été mis en place, mais au final, il n'a jamais été utilisé. Et le Vendenheim devait être le premier à l'utiliser. On sait ce qui s'est passé. Mais, Ok, merci. Maintenant, il y a César Sofiane. Bonjour. Je vous remercie tout d'abord pour votre excellente présentation. Moi, j'ai deux questions, si vous voulez bien. La première, c'est peut-on faire la conversion des puits pétroliers secs en des puits géothermaux? Si c'est le cas, combien de puits injecteurs producteurs peut-on utiliser? Et ils sont verticaux ou bien horizontaux? La deuxième question est est-ce qu'on peut-on faire de l'exploration géothermale dans les zones où nous avons des sources hydrothermales et aussi là où nous avons des diapyres? Alors, sur la partie plus géologique, j'aurais du mal à répondre, mais sur les conversions de puits pétroliers en puits géothermiques, donc les puits qui n'ont pas de pétrole, mais potentiellement un peu d'eau, ça se regarde vraiment au cas par cas. On ne peut pas faire une généralité. Par contre, moi, je vois un problème, c'est que les puits de pétrole, et encore pire, les puits de gaz, c'est des puits dans un diamètre qui ne permet pas de mettre une pompe pour faire des débits importants.
Donc après, la question, c'est une question économique. C'est même si on met une plus petite pompe dans un plus petit puits en diamètre, qu'est-ce qu'on a comme économique derrière? Si vraiment il y a des débits, de la perméabilité malgré tout et un peu de fluide, qu'est-ce que ça permet de faire? Donc c'est vraiment du cas par cas, on ne peut pas généraliser. Nous, en France, on nous avait posé la question il y a quelques années, une collectivité qui s'était posé la question dans le Piémont pyrénéen. Bon, ils avaient un puits de gaz dans leur commune, mais en fait, ça ne convenait pas, on ne pouvait pas le réutiliser. C'était trop petit, c'était compliqué. Et après, il y a aussi tout un champ réglementaire, c'est-à-dire les anciens puits, à qui ils appartiennent, quelle est la responsabilité de l'ancien opérateur, est-ce que cette responsabilité perdure, oui ou non, est-ce que c'est l'État qui a repris la responsabilité, est-ce que l'État après est prêt à redonner une responsabilité sur un puits à un opérateur? Il y a plein de questions compliquées et c'est peut-être moins compliqué de refaire des puits, en fait. Même si, effectivement, l'idée paraît intéressante. Alors, aux États-Unis, il y a des gens qui regardent ça dans tout ce qui est gaz de schiste, etc., récupérer les puits, les modifier, faire des choses. Mais je n'ai pas tous les tenants aboutissants pour répondre à ça. Après, sur la question sur les diapires de sel, j'imagine, je n'ai pas trop d'éléments, si ce n'est que le sel est très conducteur de chaleur, donc on aura tendance à concentrer la chaleur au-dessus. Difficile à répondre. Mais oui, on peut. Encore une fois, là, c'est des concepts, donc il faut bien les travailler et qui répondent bien à tout un tas de critères. Ok, merci bien. 2 questions de la part de Madame Virginie Schoff, si je ne me trompe pas. Donc, elle vous remercie pour la présentation. Et la première question, c'est pour rebondir sur votre remarque sur l'émanation de gaz. Quel type de gaz est-il intéressant de mesurer? L'hydrogène ou bien l'hélium? Et la deuxième question, c'est avez-vous tenu compte dans les gestions des risques des potentiels problèmes de production, les précipitations et les corrosions? Oui. Alors, pour répondre sur les types de gaz, moi, je vais livrer juste notre expérience et je sais pas si on peut généraliser, puisque en fait, les types de gaz qui vont être émis, qu'on va pouvoir mesurer en surface, ben, ça va dépendre vraiment du contexte géologique. Nous, notre expérience sur le Massif central, qu'on connaît très très bien maintenant, c'est que, en fait, on sait qu'il y a du CO2 qui s'échappe un peu partout du Massif central, mais notamment en particulier dans certaines zones. Et donc, nous, on s'est amusé, entre guillemets, hein, ça fait partie de l'exploration, mais à mesurer le gaz qui s'échappe à différents endroits, sur certaines failles, et notamment des intersections de failles, etc. Et en fait, en cartographiant un peu ça, on sait que le CO2, il vient du manteau. Donc, il vient de très profond. Et la seule façon dont il peut remonter jusqu'en surface, c'est de transiter par les failles. Donc, en fait, ça va donner, pas une valeur absolue, mais ça va donner des indices sur la perméabilité de telle ou telle faille et géographiquement pouvoir tracer certaines choses. Ça ne donne pas toute la vérité, mais c'est un moyen. Donc, en fait, les gaz à suivre en surface, ça va vraiment dépendre du contexte. Après, il y a aussi dans le Massif central l'hélium qui peut être intéressant à tracer. Après, l'hydrogène, je n'ai pas trop d'éléments là-dessus, mais encore une fois, il va falloir bien penser la géologie pour savoir quelle méthode utiliser, quelle chose on veut tracer, quelle chose on veut rechercher sur le terrain. C'est très important de bien définir la problématique et adapter l'exploration en conséquence. Il y avait une autre question dans cette question. Oui, la deuxième question, c'était pour la corrosion, par exemple. C'était pour prendre compte des risques dans ce problème de production. Alors après, évidemment, ça c'est donc plus un aspect en termes d'exploitation de centrales et de durabilité du matériel, on va dire. Donc c'est pris en compte. Alors il y a tout un tas de mesures, de contre-mesures, on va dire, pour éviter un maximum tout ce qui est précipitation dans les puits, etc. Il y a des inhibiteurs, il y a aussi maintenir une certaine pression de réinjection, donc ce qui veut dire maintenir une certaine pression globalement dans la partie surface entre le pompage et la réinjection.
Mais oui, c'est des choses qu'on regarde. Après, encore une fois, ça va dépendre beaucoup du type de fluide qu'on va avoir dans le gisement. Après, il y a tout un tas de prospectives qu'on peut faire, notamment sur l'exploitation, la valorisation de tout ce qui est contenu dans les fluides, les sels, en solution, voir si on peut en retirer un petit peu, ça permet d'en avoir moins à la réinjection d'une certaine manière, donc voir ce qu'on peut valoriser. Donc ça, c'est des choses qui viennent, on a quelques idées potentielles dans des zones connues, évidemment, mais quand on part dans des zones où on n'a pas forcément de données in situ profondes, bah, c'est les forages qui nous diront ce qu'on a précisément, quoi. Mais voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y avait une question tout à l'heure sur les sources hydrothermales, je n'ai pas répondu. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'exploration là, dans des zones où il y a déjà des sources hydrothermales? Alors, j'ai envie de dire de manière empirique, depuis très longtemps, les géothermiciens s'intéressent aux sources thermales. Donc, très souvent, beaucoup de géothermiciens sont attirés par les sources thermales. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de ça pour avoir des ressources géothermiques. Il y a des académiques aux États-Unis qui ont fait des études et qui disent, eux, que 75% des gisements géothermiques, des systèmes géothermiques, sont cachés et n'ont aucune manifestation en surface. Donc, c'est-à-dire que le potentiel, potentiellement, donc c'est très important. Après, il y a la question de, est-ce que si je vais faire des puits proches de résurgence thermale, est-ce que je vais les perturber? Ça, c'est aussi une autre question. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Il faut vraiment bien comprendre le système géothermique dans son ensemble pour se dire s'il y a un risque ou pas. Je pense notamment aux établissements thermaux qui exploitent des sources thermales. Donc ça, c'est des questions à prendre en considération dès le départ quand on va modéliser le système dans son ensemble. Mais oui, de tout temps, en fait, on s'est intéressé aux sources thermales. Enfin, beaucoup de géothermiciens se sont intéressés à ça. Il y a encore une question. Est-ce que la géothermie, est-ce qu'il y a de la géothermie offshore? Non, alors aujourd'hui, c'est des concepts aussi. Il n'y a rien de développé en géothermie offshore. Il n'y a pas d'exploitation, ni même, je pense, d'exploration. On est sur des concepts. Il y a quelques Islandais qui pensent à ça pour faire de l'offshore proche de Reykjavik, sur la dorsale, mais vraiment très proche de Reykjavik. Après, il y avait des Islandais aussi qui avaient des concepts pour mettre des échangeurs de chaleur au-dessus des rides océaniques sur les fumerolles profondes, enfin sur les cheminées sur les dorsales. Bon, tout ça, derrière, il faut faire une analyse économique. Hein, ça reste des concepts, mais derrière, économiquement, ça reste à démontrer, quoi. Après, exploiter, il y a des gens qui veulent aussi réexploiter des anciennes plateformes pétrolières existantes, on va dire, en mer, pourquoi pas? Encore une fois, c'est un problème économique derrière, c'est aussi comment on achemine l'électricité, enfin, comment on fait, comment on exporte l'électricité depuis des plateformes offshore. Voilà, donc aujourd'hui, ça reste très, très conceptuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'ai une question en fait. Alors, en tant qu'étudiante en géosciences des énergies, la question qui me vient à la tête principalement, c'est, sachant que c'est un domaine géothermique, donc il y a une activité sismique qui est très active. Voilà, vous parlez de failles. Et donc, quels sont les risques principalement au niveau d'une unité géothermique, surtout que la région, elle est active, elle est dynamique. Et qu'en est-il de la durée de vie de l'unité géothermale? Alors, toutes les questions de sismicité induite, effectivement, elles doivent être prises en considération dès le départ d'un projet. Effectivement, les failles, alors on a des failles qui sont plus actives que d'autres, des failles même des fois inactives, il s'agit surtout pas de les réactiver. Mais en fait, les géothermiciens vont plutôt se diriger vers les failles actives ou faiblement actives. Les failles inactives, c'est pas la peine, elles vont être scellées. Alors, sauf ceux qui veulent faire de la fracturation ou créer des réservoirs artificiels, mais pour tout ce qui est failles ouvertes, parce que c'est ça dont il s'agit finalement, les failles actives, ou très actives ou faiblement actives, l'idée c'est bien d'avoir des volumes
failles et des zones perméables, éventuellement de les acidifier pour améliorer la perméabilité. En fait, ce qui va être très important, surtout en amont, c'est bien d'analyser toute la connaissance disponible régionalement sur l'état de contrainte des failles, les orientations, les champs de contrainte, les tenseurs, toutes ces choses-là, d'essayer de modéliser et de prédire au mieux en fonction de la connaissance. Évidemment, quand on a des puits, etc., de la connaissance in situ, c'est toujours plus facile. Et après, il va falloir avoir une stratégie dans la phase d'exploration et de mise en place d'une centrale, une stratégie et des protocoles d'essai qui sont très raisonnables. Typiquement, si on a une zone où il n'y a pas eu de puits, on va faire un premier puits, on va faire des mesures in situ, tout un tas de mesures qui vont nous permettre de mieux contraindre les modélisations sur les champs de contraintes, etc., pour essayer de déterminer quel niveau de pression je peux mettre dans mon puits pour tester la suite, etc. Et si j'ai mes 2 puits, pareil, essayer d'avoir un protocole qui vise à ne pas aller au-delà de certains seuils qu'on peut calculer. Après, ça reste imparfait, il y a toujours de l'incertitude, pour ne pas réactiver. Et voilà, ce qui s'est passé sans doute à Strasbourg, c'est un problème de réactivation. Donc après, est-ce qu'on aurait pu le prédire? J'en sais rien. L'avenir nous le dira. Mais il y a aussi tout un tas de pratiques, en fait, de bonnes pratiques qui existent. Il y a quand même déjà beaucoup de connaissances, issues notamment de ce qui a été fait à Soultz-sous-Forêt. Mais pas seulement, on a des exploitations dans le fossé rhénan, autres, qui ont montré des choses, et donc il y a déjà de la connaissance là-dessus. Et après, il y a tout un tas d'exploitations qui existent aujourd'hui de par le monde. Il y a plus de 110 champs géothermiques dans le monde exploités en électrogène qui fonctionnent sans problème de sismicité, etc. Donc il s'agit aussi de s'inspirer de ces pratiques-là et de ne pas forcément réinventer la roue. D'accord. Vous avez parlé d'acidification dans le cas de lorsque les failles, s'il y a des précipitations. Qu'en est-il de l'impact environnemental sur les eaux souterraines lorsqu'il y a d'injection de fluides acides comme ça, ou bien comment vous gérez ça? Oui. Alors encore une fois, ça va dépendre vraiment des concepts. Si effectivement on veut faire ça dans le bassin de Paris, il va falloir s'assurer que les puits sont extrêmement bien faits, bien cimentés dans les parties supérieures, qui vont traverser des nappes d'eau potable, stratégiques, etc. Comme c'est le cas aujourd'hui, la plupart des gisements du bassin parisien qui sont exploités pour la géothermie traversent des aquifères potables, exploités pour l'eau potable, etc. Mais on veille, les foreurs veillent à faire des ouvrages de qualité. Donc ça signifie faire tous les contrôles de cimentation, etc., même s'il y a toujours de l'incertitude, mais du mieux possible, de bien faire tel qu'on sait le faire. Et ensuite, de contrôler les injections d'acide qu'on fait en profondeur. Et si tout est bien fait dans la mesure de ce qu'on sait faire, en général, ça se passe bien. Après, dans les zones de faille, c'est pareil, il va falloir injecter les acides et veiller à ce qu'ils restent contraints dans la mesure du possible autour des puits et dans le système qu'on exploite, qu'ils n'aillent pas se balader ailleurs. Après, les réactions d'acidification, une fois qu'elles sont faites, c'est terminé, donc il n'y a plus de risque. Voilà ce qu'on peut dire. Après, l'acidification, c'est des pratiques courantes dans le pétrole, dans l'eau potable, enfin même potable, pour améliorer la productivité des puits. C'est pas quelque chose de nouveau, ni forcément de dangereux. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai une question. Allez-y. En fait, je me pose la question si la géothermie concerne qu'une partie des pays, genre c'est un peu comme le pétrole où on peut trouver qu'au Moyen-Orient ou bien dans des parties, dans des pays différents où on peut trouver l'énergie géothermale partout. Genre on peut fourrer partout et puis trouver de l'énergie, de la chaleur pour... Disons que évidemment, le potentiel géothermique
géothermique, il est un peu distribué partout, et après, avec des localisations évidemment plus favorables que d'autres. Après, j'ai envie de dire, les critères importants, ce qu'il faut bien voir, c'est surtout, c'est bien avoir des critères. Et les critères clés importants, c'est quelle chaleur, quelles sont les sources de chaleur, et l'idéal, c'est de les avoir le moins profond possible, ces sources de chaleur. Et après, il faut trouver des fluides. C'est-à-dire qu'il faut du volume poreux au sens large et de la perméabilité. Et c'est ces 3 critères-là qu'il faut essayer de dérisquer dans la sélection des sites, dès le départ. Et pas juste se dire c'est chaud, j'y vais. Parce que ça a conduit à des échecs. Mais potentiellement, oui. Après, l'énergie géothermique, c'est l'énergie de la croûte terrestre, donc du globe terrestre et en particulier de la croûte terrestre. Donc, elle est probablement accessible dans de nombreux endroits, ouais, et dans beaucoup de pays. Merci. D'autres questions? Oui, Florence Henry, de nouveau, j'avais une dernière question. Vous avez parlé, donc vous êtes travaillé au niveau donc, des failles actives. Est-ce que dans vos projets, pour ces concepts géologiques, ça nécessitait de la fracturation hydraulique ou ça suffisait en fait le réseau de failles existant? Alors nous, on fait la promotion d'un concept géothermique qui est naturellement perméable et qui permet de faire, on est sur de l'hydrothermal conventionnel presque. Et après, à la marge, si effectivement on va dire la perméabilité est à la marge un petit peu plus faible, effectivement, on pourrait acidifier. Mais il n'y a pas de fracturation hydraulique. Parce que, alors nous, dans nos projets, on s'intéresse à des zones cristallines, donc des roches métamorphiques ou des granites, qui est dans des zones où c'est déjà endommagé. Donc, en fait, créer des fractures, c'est inutile, puisqu'elles existent déjà et il faut juste éventuellement les nettoyer à la marge si elles ne sont pas déjà naturellement ouvertes. Voilà. Après, il y a active et active, hein, c'est-à-dire que bon, après, le Massif central, il y a de la sismicité, mais elle est très très faible, donc c'est pas une très grosse activité. Par contre, il y a eu des rejeux récents qui permettent d'avoir des failles ouvertes, en fait. Et après, il faut voir aussi qu'il y a des... Après, ça, c'est dans la littérature, je vous laisse chercher. Mais il y a des configurations structurales qui sont plus favorables que d'autres en termes de système par faille. Merci pour votre réponse. D'autres questions? Il y a César Sofiane qui lève encore la main. Est-ce que vous avez une question? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, sinon, je vois des questions sur le côté. Oui, dans le chat, il y avait des questions. Répartition. Comment se partage la valeur entre électricité et chaleur sur vos projets? Alors, sur nos projets, aujourd'hui, nous, on visait principalement l'électricité dans le Massif central. Après, évidemment, sur les projets électrogènes qu'on a, ils sont en milieu plutôt rural. Donc, en fait, si on doit faire de la valorisation chaleur, elle viendra après et au cas par cas en fonction des besoins du territoire. Et territoires ruraux, c'est plutôt de la valorisation liée à l'agriculture ou à la sylviculture ou au travail du bois en général, ou éventuellement des petits réseaux de chaleur quand ils existent déjà. Mais sinon, on est plutôt sur l'électrogène. Après, sur d'autres sites du Massif central, sur lesquels on a soit des permis, soit des demandes en cours, qui sont en fin d'instruction, évidemment, on essaiera de combiner les deux dès le départ. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous remercie tous pour votre présence. Merci à tous également. Oui, je vous remercie tous. Et je vous remercie encore une fois, Monsieur Auxiètre.